ça prend un petit temps pour que ça s'affiche. Bonjour à toutes et à tous si vous êtes déjà avec nous. On va juste vérifier que sur Facebook, le live s'affiche bien. Je le mets sur ma page. Voilà. Pour moi, c'est bon. Sur YouGotMail, en tout cas, le live est bien parti. Donc Aurélie, si tu veux le partager, là, tu peux le faire. Et puis, pour ceux qui nous rejoignent et celles qui nous rejoignent, on va avoir besoin que vous nous fassiez un petit coucou, soit un like, soit un commentaire pour nous dire que ça fonctionne bien, que vous avez bien entendu, que vous nous voyez, que vous entendez bien le son, que tout fonctionne, quoi. Je vois qu'il y a déjà 2 personnes qui nous regardent. Si vous pouviez nous faire un petit signe en commentaire ou juste un petit like. Et on démarre. Nous faire un petit signe en commentaire ou juste un petit like. Et on démarre. Ok, c'est bon. On a déjà un petit... Il y a Marianne qui est là, il y a Florence. Ok, super. Bon, et ben bonjour à tous les deux. Faire un petit signe en commentaire ou juste un petit like. Hop, je coupe le son sur Facebook, comme ça, on n'a pas d'interférence. Et puis, c'est parti. Donc, bonjour Aurélie. Je suis contente que tu sois avec moi pendant 1 heure sur la page YouGotMail et donc, du coup, en retranscription sur ta page aussi. Merci d'être là pour ce Facebook Live. Merci à toi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis journaliste et social media manager. J'accompagne des entreprises et des indépendants dans leur communication digitale et en particulier sur leurs réseaux sociaux. Et aujourd'hui, donc, on accueille Aurélie, donc Aurélie Cerise, de son pseudo sur Instagram, sur Pinterest, sur un petit peu, finalement, c'est ton nom d'artiste sur le web en particulier. Tu es artiste du papier, set designer et directrice artistique freelance. C'est ça. Tu es une grande adepte aussi des réseaux comme Pinterest, comme Instagram, qui te permettent de t'inspirer et de présenter ton travail. Donc, on va beaucoup parler de ça. Et puis, tu es freelance depuis 4 ans, après avoir travaillé pendant plusieurs années dans l'industrie pharmaceutique, si je ne dis pas de bêtises. Rien à voir. Rien à voir, voilà. Donc, on va aussi parler de ton évolution professionnelle, des choix que tu as pu faire et comment les médias sociaux aussi peut-être t'ont porté vers ça. Voilà, donc on va parler créativité, médias sociaux et entrepreneuriat pour résumer tout ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour te présenter, Aurélie? Non, c'était très complet. Ouais, non, je pense que j'ai pas grand-chose à ajouter. Je vis à Paris, voilà. Et effectivement, j'ai fait un virage à 180 degrés de carrière. À la base, je suis pharmacien, donc rien à voir. Et voilà, on va peut-être l'évoquer après, mais tu as bien résumé. Ok, bon, super. Du coup, tu es confinée comment là depuis 2 mois? Tu es chez toi Ouais, je suis chez moi. Ouais, je suis chez moi à Paris. J'ai la chance d'avoir un balcon, donc je prends un peu le soleil quand j'en ai envie. Mais moi, je le vis plutôt bien, le confinement, en fait. Ouais, je me suis... Évidemment, tous mes shootings et toutes mes prods ont été annulés. Mais au final, j'ai énormément travaillé. Moi, j'ai pas pris de pause. J'ai fait de la vidéo alors que j'avais jamais fait de vidéo. Du coup, ça m'a pris beaucoup de temps, mais comme j'en avais, j'ai pu faire ça. Ah, il y a Alice, super. Et coucou Alice. Et voilà, en fait, j'ai mis à profit ce temps-là pour me former, pour faire le point aussi sur mon travail, regarder plein de vidéos pour m'inspirer, parce que c'est vrai qu'on n'a pas le temps le reste de l'année de faire tout ça. Donc moi, au final, je devrais pas dire ça, mais moi, j'ai adoré le confinement. Non, mais on peut complètement assumer d'avoir profité Je suis de cette limite triste période. que ça s'arrête parce que ça, c'est bien, hein, on va reprendre une vie normale, mais voilà, c'est bien parce que j'ai pu créer pour moi pour une fois alors que j'ai jamais le temps de le faire, donc ça, c'est bien.
Justement, on va parler de ça, de ton processus créatif. Pour commencer, moi, je me souviens que quand on s'est rencontrées toutes les deux, donc c'était à l'occasion du lancement d'un magazine. On était toutes les deux dans nos vies précédentes professionnelles. Toi, tu étais encore, je pense, dans l'industrie pharmaceutique et moi, j'étais dans un groupe de presse qui s'appelle Prisma Media et on avait lancé un magazine qui s'appelait As You Like. Et on s'était rencontrés dans ce cadre-là à la soirée de lancement. Et puis, j'avais fait un article aussi sur ton travail. Et tu me disais, je me souviens à ce moment-là, que ce qui te permettait de créer, c'était le fait que ce soit apaisant pour toi. Je me souviens que tu avais eu cette phrase, que le fait de créer des images m'apaise. Ça m'avait marqué. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire, enfin déjà, est-ce que c'est toujours le cas? En quoi la création t'apaise? Alors, c'est un peu moins le cas qu'au début, parce qu'au début, c'était une passion. Donc forcément, je faisais ça avec mes tripes. Et du coup, c'était un peu ma soupape de décompression. Donc forcément, c'est quelque chose qui m'apaisait. Que c'était le soir, après mon travail, le Ouais. week-end. Donc c'était vraiment mon hobby, quoi. Et puis après, quand c'est devenu mon métier, j'ai toujours essayé de maintenir la flamme créative. C'est-à-dire que bien sûr que j'ai déjà travaillé sur des projets qui étaient moins excitants que d'autres, mais j'ai toujours essayé de trouver ce côté passion à chaque fois dans ce que je faisais, parce que sinon, je trouvais que c'était juste exécuté et c'est pas top, quoi. Mais Ouais. ouais, encore aujourd'hui, ça m'apaise. Il y a certaines phases de production qui sont plus stressantes que d'autres, mais de faire du paper art, par exemple, c'est même Ouais. 4 ans après, c'est quelque chose qui me met dans un état. Moi, j'appelle ça le flow créatif. Ouais. C'est un espèce d'état où on plane un peu, limite. On n'a plus trop notion du temps et où en fait on se sent hyper bien parce qu'on est complètement absorbé par la tâche qu'on fait et c'est top, quoi. Enfin, Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient peut-être pas encore ton travail, donc tu es spécialisée dans le fait justement de travailler, faire de l'art avec du papier. oui, C'est très coloré, c'est souvent très végétal, animal, mais pas que. Mais moi, j'ai pas mal ces images-là en tête de ton travail, des fruits, des légumes, des végétaux, des animaux, etc. En tout cas, de la période où tu crées surtout, enfin, tu postais surtout des créations personnelles. Ça a dû évoluer, j'imagine, avec les collaborations, avec ce que peuvent te commander les marques. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment. Tu travailles exclusivement avec du papier ou est-ce que tu utilises d'autres matériaux? alors pas exclusivement avec le papier, même si c'est un peu ma signature. C'est-à-dire que c'est quelque chose. En fait, mon métier global, c'est directeur artistique, set designer. En gros, le set designer, c'est pas un métier que tout le monde connaît, mais c'est la personne qui se charge de mettre en place le set pour le shooting. C'est-à-dire qu'il va s'occuper de sourcer toutes les matières, qui va s'occuper. C'est marrant parce qu'il y a tous mes amis qui sont en train de se connecter. Il y a même ma tante, c'est parfait. En gros, voilà, le set designer, c'est la personne qui va sourcer toutes les matières, construire les décors, acheter tout ce qui est accessoires et le jour du shooting, mettre en place. C'est-à-dire que c'est vraiment un poste à part entière. Le photographe, quand on est en équipe et qu'il y a un photographe, le photographe va se focaliser sur la technique, vraiment la capture d'image, tout ce qui est éclairage. Et le set designer va se focaliser sur la scène en D'accord. touchant les produits. Donc, moi, j'ai une règle, c'est que quand je suis set designer sur un shooting, il n'y a que moi qui touche le set. Ça évite, Le décor, en fait, c'est ça. voilà, qui Ok. touche les produits, qui touche le décor, les accessoires et tout. Parce que plus il y a de personnes qui touchent aux choses, plus il y a de risques d'accident, c'est-à-dire de faire tomber quelque chose, d'abîmer, de faire des traces de doigts. Voilà. Et il y a plein de règles, des petites règles. Voilà, il faut toucher les produits avec des gants pour ne pas faire de traces. Parce que quand on est sur des photos HD, la moindre poussière va se voir, en fait. Donc, Ok. hyper important d'être précis. Et ça, c'est le rôle du set designer. Et le paper art, du Oui. coup, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours mis en avant dans mon travail.
Et au final, j'ai essayé de le garder parce que c'est un peu ma signature. C'est un peu ma signature. C'est vrai au début, on m'a beaucoup commandé des choses avec du paper art exclusivement. Et maintenant, en fait, j'essaye toujours d'intégrer, même si c'est de l'abstrait, ce côté un peu crafty, un peu, moi j'appelle ça, ça apporte un côté touché en fait. Donc, Et on voit vraiment la matière, quoi. Il y a un côté et très après, on artisanal. peut travailler le paper art avec plein de matières différentes, du papier avec du grain, des textures, des couleurs. Enfin voilà, moi je trouve ça hyper intéressant. Je m'intéresse un petit peu à d'autres matériaux comme le bois, le plexi, mais c'est des techniques différentes et plus poussées aussi. Donc moi j'ai préféré me focaliser sur la technique qui moi me plaisait et aller au bout dedans pour être expert en gros de ça. Et du coup, j'imagine que tu formes un binôme hyper rapproché avec le photographe ou la photographe. C'est ça. Alors, Comment en tu fait, travailles ça? ça dépend des budgets. C'est-à-dire que quand je travaille pour moi, évidemment, c'est moi qui fais tout. Quand je travaille pour une marque et on a un budget assez restreint, moi, j'ai développé les compétences pour pouvoir tout faire. Maintenant, c'est pas le plus confortable. C'est-à-dire que je peux le faire, mais c'est très fatigant parce qu'il faut la tête partout. Il faut mettre en place correctement le set, être derrière l'appareil, gérer les lumières, penser à tous les réglages et tout. Puis après, il faut rebouger un truc. Enfin, en fait, c'est assez fatigant. C'est faisable, mais c'est pas le plus confortable à faire. Et donc, quand je travaille avec un photographe, moi, en général, j'aime bien travailler avec des photographes que je connais. Ils me connaissent, ils savent comment je travaille. Et moi, je suis très perfectionniste. Enfin, en shooting, je suis un peu relou même. Et j'aime bien travailler avec des gens qui sont un peu dans la même dynamique que moi. Comme ça, en fait, on se tire un peu vers le haut pour s'améliorer, pour avoir le plus d'idées possible. On s'enrichit. Parce que sur un shooting, parfois, ça ne se passe jamais comme prévu. Donc, donc voilà, c'est important d'avoir confiance avec la personne. Et puis, le photographe, en général, bien sûr, on communique avant, on fait des planches d'inspiration ensemble. Voilà, c'est vraiment une étroite collaboration quand même. Ouais, j'imagine que ça doit être super important de pouvoir comprendre les choses sans forcément se dire les choses avec des longs discours quand on est dans le rush et dans l'action. Ouais, je comprends le besoin de complicité. Et comment tu as commencé en fait tu as fait des études qui t'ont mené à ce métier ou bien c'est à travers ta passion que tu as fini par connaître ces différents rôles et choisir celui-ci? Alors moi, je suis entièrement autodidacte. C'est un parti pris, hein, mais voilà, au début, c'était une passion. J'ai vu que ça me plaisait, donc j'ai essayé de. En fait, c'est du travail. Il n'y a pas vraiment, en paper art notamment, il n'y a pas vraiment d'école ou de formation. C'est de la pratique. C'est comme du dessin, en fait. Ça s'apprend pas, le dessin. On peut pratiquer, aller faire des écoles d'art, bien sûr, mais c'est de la pratique. Donc, c'est du travail, 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 travail. Et à force en fait, d'échouer, parce que le problème, c'est que là, moi, je mets en avant toutes les pièces que j'ai réussies. Mais parfois, il y en a plein qui je mets à la poubelle parce qu'elles sont ratées, en fait. Ouais. Donc, on ne montre pas les dessous. Donc, au final, ouais, je me suis perfectionnée toute seule en pratiquant, pratiquant, pratiquant. Et après, pour tout ce qui est logiciel, notamment, c'est du bidouillage. C'est des heures et des heures et des heures, des nuits entières à faire et à pratiquer. Voilà. Ou alors, Internet, c'est très bien hein, pour les tutos, tout est très bien fait. Donc moi, je regarde pas mal de vidéos. Et c'est important, en fait, de galérer. Parce qu'en fait, on assimile beaucoup plus vite que si on fait une mini-formation en pratiquant pas. En fait, on va comprendre sur le moment, mais après, on va lâcher, en fait, et on va pas forcément réussir à le refaire. Alors que quand on galère une soirée entière pendant 6-7 heures à faire un montage ou un truc, et ben la fois d'après, on sait le faire. Je me souviens. Tu n'as pas besoin d'écrire un tuto à côté, c'est rentré. Voilà, c'est ça. Et la pratique. Excuse-moi, pardon, tu voulais continuer parce que je crois que je t'ai coupé. Non, non, non. Je disais, c'est la pratique. Voilà. Après, moi,
C'est un apprentissage permanent. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis experte de ce que je fais. C'est pas, enfin, moi, j'ai l'impression que j'ai encore énormément à apprendre. Ouais, j'ai l'impression que je suis au tout début. Mais voilà, j'essaye toujours de me challenger et d'avoir des idées toujours plus folles et des techniques toujours plus difficiles. C'est stressant parfois, mais je déteste faire ce que j'ai déjà fait en fait. J'ai horreur de rester sur des choses que je maîtrise. Je m'ennuie vite moi. Donc, Et est-ce que justement, c'est ça qui a fait que tu as eu envie de vivre de ça, de passer freelance, de sortir de l'univers pharmaceutique dans lequel tu travaillais pour en faire ton activité à plein temps? Bah, en fait, il y a 5-6 ans, si on m'avait dit tu seras artiste freelance, mais jamais de la vie, moi je me serais moquée de la personne. Enfin, genre, j'aurais dit mais n'importe quoi. Moi j'avais ma carrière toute tracée. Genre, Ouais. je voulais être directeur marketing, voilà, businesswoman quoi. Et en fait, c'était en 2016. En 2016, j'ai commencé à avoir de plus en plus de commandes professionnelles, jusqu'à ce que je doive poser des RTT de mon premier job, donc le job corpo, pour faire mon deuxième job, donc le job créa. Et pendant 2 semaines, j'étais à la maison. Enfin, je ne suis pas partie en vacances. J'étais à la maison pendant 2 semaines à bosser sur une créa. Et j'ai trop aimé, en fait. C'était génial de faire ça toute la journée, mais genre pendant des heures. En plus, j'étais en pyjama avec ma musique et tout. Enfin, moi, j'adorais. Et ouais, ouais, en fait, ça m'a vraiment fait un gros déclic. Donc ça, c'était en mai. Et après, j'ai retourné le truc dans ma tête, mais pendant des mois et des mois, jusqu'en décembre. Et c'est en décembre où j'ai décidé de faire le grand saut et vraiment de quitter mon job et voilà, de me lancer quoi, en entrepreneuriat. En décembre 2016. Décembre 2016, ouais. Mais franchement, je flippais, mais vraiment, j'ai saoulé tous mes amis en leur demandant est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien. Et au final, bon, je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai mes diplômes, je les ai, mon expérience, je l'ai. Si jamais ça marche pas, c'est jamais perdu, en fait. C'est mon parachute, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a eu je sais pas, une rencontre particulière, un déclic? Là, tu parles de cette période un peu de test, finalement, pendant 15 jours où tu n'avais que ça, où tu t'es dit, ah, si ma vie pouvait être ça tout le temps, ce serait top. Mais est-ce qu'avant ça, il y a eu ouais, je sais pas, un événement, une rencontre particulière qui t'a fait te dire, OK, je peux me lancer? Bah, en fait, ça n'a été que ça et ça l'est toujours. En fait, moi, j'ai l'impression d'avoir une chance immense. Ouais, ça n'a été que des rencontres. Vraiment, j'ai eu de la chance en 2016. C'était en 2014 même. En 2014, je reçois dans ma boîte mail, une pauvre boîte Gmail, un mail d'Instagram Monde, me disant voilà, on adore votre travail, on veut vous publier sur le feed Instagram global. Donc à l'époque, c'était je ne sais plus combien de millions d'utilisateurs abonnés en fait. Moi, j'ai cru que c'était un spam. J'ai cru que c'était un faux mail, alors j'ai pas répondu. Et puis finalement, j'ai eu une relance. Ils m'ont relancé. C'était en anglais et tout. Enfin, en plus, c'était une responsable Instagram d'Allemagne. Enfin, voilà. Et en fait, j'ai répondu consciencieusement à toutes les questions qu'ils m'ont posées en mode un petit interview. Et un dimanche soir, ils m'ont publié à 20h, donc plus grosse audience. Voilà, et en fait, mon compte a explosé. Ah Et oui. voilà. À partir de là, je suis devenue un peu visible sur les réseaux et du coup, j'ai des marques qui se sont intéressées à moi, à mon travail. Voilà. Après, j'ai eu la chance en 2016, alors que j'étais même pas freelance, d'avoir le groupe Swatch qui m'a contactée pour faire une grosse créa. Donc, pareil, c'est des grosses rencontres, quoi. Et ça n'a été que ça. J'ai eu la chance de travailler beaucoup avec Instagram, de rencontrer des gens dans les médias, dans la presse, ou alors même encore aujourd'hui, là, le photographe avec qui je travaille, on s'est rencontrés sur un shooting. Il m'a juste contacté pour être sa set designer et au final, maintenant, c'est limite mon associé.
Ok. Ouais. Donc, Hyper bien c'est vraiment une entendu. question de rencontre, quoi. Ouais. En fait, c'est un métier pas de réseau, parce que je n'aime pas ce mot, c'est un métier de relations humaines, en fait. Parce Ouais. que on peut pas être créatif dans son coin. Je trouve qu'on s'enrichit vraiment des autres, des techniques des autres, des visions des autres. Euh, Mhm. voilà. Après, il faut moi, j'ai une valeur, c'est le fait de rester intègre et fidèle à soi-même. Ça Mhm. sert à rien d'avoir les dents qui rayent le parquet, même s'il y en a beaucoup. Mais je pense que ça fait partie des choses qui ont fait qu'aujourd'hui, ça marche bien, quoi. Que c'était pas éphémère. Ok. Mm. C'est important pour toi, justement, l'intégrité, le fait que voilà, ces valeurs humaines, tu penses que c'est quelque chose sur lequel il faut miser pour que ça dure? Oui. Enfin, Ouais. après, moi, ça n'engage que moi, hein. Ouais. Ça n'engage que moi, mais moi, je pense que quand on fait ce genre de travail et en plus quand on utilise les réseaux sociaux pour mettre en avant son travail, il faut avoir un côté authentique en fait. Hmm. Il ne faut pas tomber dans l'appât du gain, il faut être patient, attendre son tour, il faut être persévérant, travailler. Et en fait, le travail, ça paye toujours. Bien sûr qu'aujourd'hui, on peut acheter des followers où on veut, mais alors ça, s'il y a des entrepreneurs dans la salle, je vous déconseille. Mais vraiment, parce que sinon, vous allez vous faire, pas bannir, mais on appelle ça le shadow ban sur Instagram. En gros, on vous Ouais. masque votre compte et on ne vous voit plus, quoi. Donc, ne tombez pas dans ces pratiques. L'algorithme Ouais. d'un réseau social bannit les comptes qui achètent des followers. Ouais, en fait, ils les bannissent pas, mais l'algorithme, c'est comme un robot qui va détecter les mouvements anormaux sur un compte. Donc, si du jour au lendemain, le compte passe, je sais pas moi, prend 5000 followers avec des comptes inactifs qui viennent d'Inde ou je sais pas quoi, oui, il va y avoir forcément une espèce de drapeau mis sur le compte avec Ouais. une mini-surveillance. Et puis, si ça se répète, en fait, forcément, il va y avoir l'algorithme va sévir. Voilà. N'achetez pas de followers. Ça, C'est c'est ça. le Non, premier non, mais conseil que je peux vous donner. franchement, honnêtement, hein, maintenant, au début, alors je dis pas, au début, les marques, elles avaient beaucoup une approche influenceur, personne avec beaucoup d'abonnés. Et maintenant, moi, je le vois, hein, les marques, elles sont plus là-dedans. C'est vraiment, elles veulent de la qualité, des personnalités. Elles veulent des gens qui ont un vrai univers, une vraie ligne éditoriale, même si la personne n'a pas non plus 500 000 abonnés. Les marques, elles préfèrent ça, en fait. On revient à de l'authenticité. Exactement, mais on a vu ça ouais, depuis, on va dire, peut-être 2 ans, je trouve. En tout Ouais. cas, ouais, hein, on a vu ça. C'est-à-dire que de plus en plus, les marques font appel à des comptes qu'on appelle micro-influenceurs, même parfois autour de 10 000 abonnés. Mais si la personne a une communauté très engagée, interagit énormément, joue vraiment le jeu du réseau, ça fonctionne. Et comme tu dis, si cette personne a un univers très marqué avec une personnalité qu'on peut vraiment identifier, effectivement, les marques ont tendance maintenant à privilégier les collaborations avec des plus petits comptes, mais peut-être plusieurs, plutôt que d'acheter entre guillemets, une mise en avant sur un compte à plusieurs millions d'abonnés. Et les réseaux sociaux, d'ailleurs, vont de plus en plus vers ça, même en privilégiant les conversations privées, les groupes privés. On voit bien que là, même pendant le confinement, des applications comme WhatsApp, enfin des Zooms privés, des Teams, des visioconférences, tout ça, ça a explosé. Donc, ça prouve bien aussi, côté utilisateur, le besoin de se retrouver en plus petit comité pour échanger et non plus échanger sur des pages gigantesques où on n'est même pas sûr que notre commentaire va être lu. Donc ouais, ça, c'est vrai que moi aussi, je l'ai perçu de mon côté depuis à peu près 2 ans. Et justement, ça me fait, du coup, tu me permets de faire une transition là, vers la partie plus médias sociaux. Toi, depuis plusieurs années, hein, tu as fait partie un peu des comptes justement qu'Instagram a mis en avant. Il y a, je sais pas, tu disais c'était en 2014, donc il y a 6 ans.
Ouais, Je ne sais déjà. pas si ça se fait encore beaucoup ça, mais c'est vrai qu'il y a eu une période, il y a plusieurs années où, Instagram, effectivement, valorisait des comptes, dont ils sentaient le potentiel, qu'ils aimaient particulièrement. Et du coup, toi, tu as vraiment vécu cette période, d'Instameet, de moments, vécus avec d'autres instagrammeurs, des balades photographiques dans Paris, je sais qu'il y avait pas mal de choses comme ça qui s'organisaient pour faire en sorte que la communauté Instagram, par exemple, se connaisse et se réunisse et échange des bonnes pratiques et des conseils. Quel souvenir tu as, toi, de ces moments-là? Bah, c'était, alors en 2014, attends, je crois que tu es sur Ah, on a des petites questions peut-être. non, mais je crois que tu es sur l'écran, entier sur Facebook. Je regardais juste. Ah, moi? Alors attends, hop, je vais remettre en galerie. Voilà. Du coup, alors en fait, en 2013-2014, peut-être 2015, je sais plus, il y avait une approche très européenne, donc il y avait pas d'action en France, et cetera. Et là, finalement, après, je crois que c'était après 2014, il y a eu une personne en France en charge, de la communauté Instagram France et du coup, il y avait pas mal d'événements qui s'organisaient. Alors du côté Instagram, il y avait des événements qui s'organisaient ou alors, les Instagrammeurs entre eux organisaient des balades, on appelait ça des Instameet, voilà, où en fait, c'était que des photographes ou des créateurs de contenu ou des Instagrammeurs qui se rencontraient et qui partageaient. Alors, ça, moi, j'ai beaucoup aimé ces moments-là parce que ça m'a permis de rencontrer en vrai des gens que je suivais en fait au quotidien et en fait, on s'enrichit vraiment, quoi. C'est quand même un réseau qui nous lie tous, donc voilà. Et puis après, en fait, ça s'est un peu essoufflé. Instagram est revenu à une approche plus européenne. Donc les Instamis, tout ça, ça s'est arrêté. Mais voilà, je pense que c'était une période. Voilà, peut-être que l'approche aujourd'hui est différente. Donc c'est pas mieux ni moins bien, mais c'est différent en fait. Peut-être que ça correspondait aussi à une période où Instagram n'était pas encore devenu un réseau aussi investi par les marques. Ah. Peut-être qu'il y avait moins de comptes aussi. Donc, j'ai le Bah, il n'y avait sentiment, pas Instagram Business, par exemple, ça n'existait par pas. exemple, oui, S'il n'y avait pas cette approche, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'Instagram aide forcément les utilisateurs lambda, mais aide aussi les entreprises et les marques par oui. rapport à leur compte, en leur mettant à disposition plein d'outils, etc. Donc, même pour les professionnels comme moi, dans la créa, on est considéré comme marque, quoi, enfin pro. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette approche-là. Donc voilà. Ouais, donc ça a pas mal évolué et on se rend compte aussi que sur certains réseaux qui démarrent, souvent il y a ce besoin de créer des liens en vrai avec, entre les utilisateurs et puis finalement après une fois que le réseau, est très actif et qu'il devient de plus en plus, populaire, ça s'estompe un petit peu pour, laisser la place à des pratiques peut-être un petit peu plus, promotionnel. Enfin, c'est un peu la vie, Voilà. le cycle de vie normal d'un réseau social. Et c'est vrai qu'il y a 6-7 ans, c'était sur Instagram. Voilà, il y avait quand même pas mal de choses qui s'organisaient. Après, je crois que ça s'organise toujours. Il y a pas mal de comptes par région. Les Voilà. Girls Annecy, Girls Paris, Girls, etc., qui continuent à organiser des rencontres, des balades, etc. Et Moi, je le fais vraiment, plus de mon côté, ouais, mais je crois qu'il y en a encore. Après, parce que c'est moi, je suis plus sur une approche créa. En fait, maintenant, c'est mon métier. oui. Je suis plus sur me perfectionner et puis travailler du côté pro, en fait. Que avoir, même si j'aime toujours, hein, moi j'ai rencontré plein d'amis sur Instagram qui sont mes amis très proches aujourd'hui. C'est voilà. Alors justement, Margot, elle n'est pas là, Margot, mais Margot MCHN, qui est une de mes grandes amies, voilà, je l'ai rencontrée sur Instagram. J'étais sa modèle, elle était photographe, et au final, de quel compte? Je n'ai pas entendu. C'est de c'est quel. Margot MCHN. Elle est photographe de mariage, voilà, et en fait, on s'est rencontrés via Instagram. Elle a mis une annonce, j'ai répondu, et on est devenus. Maintenant, on est amis très proches, donc Il y a voilà. des belles rencontres, des belles amitiés qui se créent comme ça, ouais.
Et du coup, alors, sur justement ce passage en tant que freelance, DA freelance, set designer à ton compte, quelles sont les collaborations que tu as pu mettre en place? Comment tu travailles? Est-ce que tu travailles toujours à domicile? Est-ce que maintenant, voilà, tes méthodes ont changé, ont évolué? Raconte-nous un petit peu justement ton quotidien dans Alors, j'ai pas de journée type. Ça, ce Ouais. que j'adore dans ma vie actuelle, c'est qu'en fait, il n'y a pas une journée qui se ressemble. Ça, c'est top. Après, le côté freelance, souvent, ça a une étiquette de chômeur. Enfin, genre, ça a une étiquette de wouh, je la coule douce. Et alors, pas du tout. Genre, je pense que je travaille 2-3 fois plus que quand j'étais salariée. Ouais. Parce qu'on voit, il y a tout à gérer, en fait. Hein. Donc, voilà. Après, comment je travaille, mes méthodes ont vraiment évolué en fonction, ne serait-ce que de mon matériel. J'ai investi au fur et à mesure des années. C'est sûr qu'au début, je faisais mes petits shootings chez moi avec mes fonds, ma table, mes spots, mon appareil et tout. Et puis en fait, d'année en année, j'ai acheté du matériel plus pro, plus poussé, qui prenait de plus en plus de place aussi. Et voilà, et quand on arrive à un certain niveau de définition de photos, on est obligé de passer en studio. Donc maintenant, je shoote pas mal en studio. Je fais encore quelques trucs chez moi, parce que moi, je travaille sur des petites scènes, donc je ne suis pas sur des décors pour des clips, tout ça. Je suis plus sur des scènes pour du parfum, voilà. Donc je travaille quand même pas mal chez moi, et puis le jour du shoot, le jour J, je vais en studio, quoi. Ok. Et Ouais. donc, du coup, tu travailles pas mal pour l'univers parfumerie, cosmétique, mais pas que. Alors plus côté, alors ça pareil, ça a évolué. Ouais. Quand j'ai commencé, moi j'étais surtout sur l'univers lifestyle, food. Ok. Vraiment, ouais, il y avait tout. Après, j'ai fait un peu de tech avec Apple, HP, des marques comme ça. Et en fait, en 2019, j'ai fait beaucoup de luxe au final. J'ai fait de la montre, du parfum, du bijou, beaucoup de cosmétiques. Voilà. Donc, j'ai quasiment fait que du luxe en 2019. Plus, Et, en fait, je fais du stylisme pour d'autres marques, type McDo ou des choses comme ça, mais principalement du luxe. Et là, en 2020, bon, là, c'est la galère avec le confinement, mais ouais, j'ai aussi des trucs dans le luxe. Donc, d'accord. Mm. Et du coup, ce sont des contacts que tu as pu acquérir grâce à ton compte Insta en tant qu'Aurélie Cerise. Ouais. Ouais, c'est ça? En D'accord. fait, Donc, tu as pas mal de moi, conducteurs. j'ai la chance de n'avoir jamais démarché. Ok. C'est une chance, hein. Ça, j'en suis consciente. Ouais. Maintenant, j'ai toujours utilisé Instagram comme mon book. J'ai un site internet où, évidemment, je mets tous mes trucs pro et tout, mais j'ai toujours voilà, utilisé En fait, le principal vecteur de travail pour moi, ça vient d'Instagram. C'est-à-dire que même des marques, sans que ce soit des agences, même des marques, des responsables de marques, me contactent via Instagram. Ok. Par message privé ou par mail, voilà, ça passe par là. C'est Belle vitrine pour montrer ton travail et être contacté par des ouais. marques. Et souvent, ça m'est même déjà arrivé que quelqu'un me contacte. Tag Heuer, par exemple, pour qui j'ai bossé dans la montre là, de LVMH, ils m'ont contacté parce qu'ils ont vu mon travail sur le compte d'une autre marque pour qui j'avais travaillé. Donc en fait, ça se passe comme ça, quoi. C'est la personne a vu mon travail et en fait, il a même pas réfléchi. Il m'a envoyé un mail en me disant voilà, j'aime beaucoup votre travail, j'aimerais qu'on travaille ensemble. Et on a co-construit finalement le visuel ensemble. Donc ça s'est passé comme ça. Justement, est-ce que les marques, en général, te laissent très libre de proposer des choses ou est-ce qu'il y a ou est-ce que l'idée est assez préconçue au départ? Peut-être tu vas me dire que ça dépend des marques, mais le brief, est-ce que le fait de te choisir toi en fonction de ton univers fait que la marque te joue ce jeu-là de te laisser très, très libre sur la créativité, sur ce que tu peux leur proposer? Oui, ça dépend des marques. Après, moi, comme j'ai un univers qui est quand même très marqué, Oui. donc les personnes qui me contactent, en général, me contactent parce qu'ils veulent quelque chose dans la veine de ce que je fais. Bien sûr, ils vont pas, s'ils ont une idée d'un truc super dark,
street et tout, bah, ils vont pas se diriger vers moi. Donc déjà, ça cadre un peu le truc. Oui. Après, il y a des marques, c'est très différent en fait. Il y a des marques qui ont des briefs assez cadrés parce que, normal, ils ont des campagnes avec des valeurs à mettre en avant et tout. Mais en général, moi, je suis très rarement contactée pour faire que de l'exécution en fait. Parce qu'ils voient bien que j'ai une personnalité, enfin, je suis directeur artistique, donc en fait, être directeur artistique, c'est avoir des idées. En fait, c'est très difficile de travailler en tant que DA avec une idée toute faite, parce que souvent, c'est pas forcément l'idée qui est dans notre goût, en fait. Donc, ouais, voilà, les marques me laissent. Bon, c'est rarement carte blanche, hein, ça arrive, mais c'est rare. Et voilà. Puis au Ok. final, moi, je préfère quand c'est un peu cadré parce que Ouais. les cartes blanches, c'est jamais vraiment des cartes blanches. Oui, On c'est nous après dit carte bonne. blanche et puis après on fait une proposition, puis on nous dit: «Ah, je pensais plus ça comme ça», puis c'est pas une carte blanche au final, donc voilà. Ouais, ouais, les contraintes peuvent être données après coup et là, c'est plus compliqué. Ouais. C'est ça. Ok, et du coup, en tant qu'Aurélie Cerise, tu me disais que voilà, aujourd'hui, tu as toujours ce compte Insta que tu as démarré il y a plusieurs années avec ton travail personnel, qui est devenu au fil du temps ta vitrine professionnelle Mmh. aussi. Euh, j'ai souvent entendu de la part d'artistes, d'artisans, de personnes qui font de la photographie, qui font de la céramique, qui font voilà, de l'artisanat, etc. Voilà, comment est-ce que je peux faire la part des choses entre ce que j'ai envie de poster sur Instagram de très personnel, sur ma vie de tous les jours, des jolies images que je peux avoir envie de capter dans ma vie quotidienne, et cet aspect très vitrine pro ou vitrine de ses créations. Et c'est souvent voilà, ce qui fait qu'on peut se poser des milliards de questions autour de son compte Insta en se disant mais qu'est-ce que je peux bien y poster, quelle est ma propre ligne éditoriale, surtout quand on est indépendant. Toi, comment est-ce que tu vois les choses? Tu me disais que tu avais plutôt fait le choix de créer un compte perso avec tes amis, ta famille, les gens que tu connais Mmh. en vrai, pour poster justement des choses plus légères, etc. Et tu consacres vraiment ton compte Aurélie Cerise à l'aspect professionnel. C'est Ouais. bien ça? Alors ça, c'est un parti pris. Ouais. Moi, bon, ça m'a pris du temps. Mon compte perso, je l'ai pas depuis très, très longtemps au final, mais moi, j'ai fait le choix sur mon compte pro de ne pas montrer ma vie privée. Mmh. Ou très peu, et de ne pas me montrer en fait. On me voit pas beaucoup moi en face cam, on me voit très peu, et au final, alors que moi et surtout j'ai une prise de parole sur mon compte pro qui est très épurée, genre tout est super cadré et tout, alors que moi, je suis Ouais, un ouais. peu bordélique, enfin voilà, je suis hyper spontanée, machin, et j'aime bien faire des photos de conneries, poster des blagues et tout. Et en fait, ça, je pouvais pas trop le faire sur mon compte public. J'avais pas envie que 100 000 personnes voient ma tête du matin, quoi. Donc donc voilà, donc je me suis fait un compte perso que personne connaît, enfin il y a juste mes amis, et qu'on peut pas trop retrouver, et au final voilà quoi, moi je suis plus à l'aise comme ça. Et au Ok. final je segmente vraiment parce que je passe, et surtout on en avait parlé ensemble, ce compte perso m'a enlevé l'angoisse, l'anxiété que me Like. provoquait le compte pro, quoi. Parce qu'on est quand même dépendant, c'est bête, hein, même si on ne veut pas regarder, on est dépendant des chiffres. Moi, de voir un nombre de likes ou un nombre de vues sur mes images, alors que j'ai passé 4 jours de prod dessus, et que je vois que l'algorithme me punit en gros, et ne me fait pas apparaître comme je devrais apparaître ou quoi, ouais, ça me rend malade en fait. Donc au final, j'ai essayé de prendre du recul par rapport à ça et de poster les photos dont j'avais envie et tout sur mon compte perso, et mon compte pro de le consacrer vraiment à mon activité professionnelle. Et surtout, j'ai une communauté internationale, donc je peux pas parler en fait en français exclusivement sur mon compte pro. C'est pour ça que. Ouais. Mais Ok. après, honnêtement, ça, c'est un parti pris. Moi, en fait, il y a vraiment des marques, des petites marques, hein, je ne parle pas des Chanel et tout, mais des petites marques de créateurs
qui ont fait le choix, pareil, de ne montrer que leur activité de création. Il y a par exemple, Coucou Suzette, c'est Coucou Suzette, c'est une créatrice de bijoux un peu fantaisie, un peu décalée, etc. Elle, pareil, elle a fait le choix d'avoir une identité visuelle qui est hyper marquée, où on reconnaît que c'est elle et on voit ses produits. Et il y a une autre marque, je les connais bien parce qu'on a souvent été en conf ensemble, c'est Dear Muesli, donc Dear Muesli. On vous mettra tous les liens dans un petit... Donc, Coucou Suzette, Muesli et Margot, en fait, en gros, eux, c'est l'inverse. Eux, ils ont fait le choix sur leur Instagram de montrer leurs galères, de montrer tous les backstage des ateliers. Quand ils ont des galères de livraison, ça leur est arrivé. Ils ont une anecdote qui est trop drôle. C'est genre, ils se sont fait livrer une demi-tonne ou 1,5 tonnes de muesli, mais à la mauvaise rue. Et en fait, ils ont dû aller chercher les sacs de muesli, la rue d'à côté, et ils ont sollicité leur communauté pour les aider. Et du coup, il y a eu plein de gens qui sont venus. Enfin voilà, c'était marrant, quoi. Mais eux, pour le coup, leur parti pris, c'est de montrer le backstage. Parce qu'ils ont aussi une prise de parole qui est fun. Voilà. C'est pas des selfies où ils sont beaux gosses. Non, c'est genre, ils font des blagues. Voilà. On voit vraiment les dessous de la marque et ça donne un affect. Donc ça, c'est vraiment au choix. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas mélanger les deux. C'est bête, hein, ça segmente un peu, mais soit on a une belle ligne éditoriale où on comprend direct ce qu'on vend, entre guillemets, soit on montre le backstage, le côté fun ou le savoir-faire et tout. Mais mélanger les deux, ça brouille un peu l'information et on sait pas trop en fait quoi en penser. Voilà. C'est important en fait de susciter une émotion sur Instagram en fait. Une personne va nous suivre, hormis les comptes perso, mais les comptes pro, une personne va suivre un compte pro parce que soit au quotidien elle va l'inspirer, soit elle va la faire rire, ou soit l'inspiration c'est énorme, que ce soit sur la créa ou que ce soit dans la mode ou dans la cosmétique, voilà. Moi je suis des marques aujourd'hui, des vraies grosses marques parce qu'elles m'inspirent. Il y en a d'autres je les suis pas parce que ça m'apporte pas grand chose au quotidien. C'est pas sensible à leur univers, ouais. Ouais. Mais oui, je trouve que c'est super intéressant cette réflexion sur la ligne éditoriale. On peut y réfléchir en amont, dès le moment où on se lance. On veut lancer un compte Insta en tant que marque ou en tant qu'indépendant. Et dans ce cas-là, c'est intéressant de se poser ces questions de quelle émotion finalement j'ai envie de procurer aux gens qui vont me suivre. Et je trouve que ça, c'est un bon moyen de... Enfin, c'est une bonne méthode pour commencer à réfléchir à tout ça. C'est est-ce que j'ai envie de susciter justement de la surprise? Est-ce que j'ai envie de faire rire? Est-ce que j'ai envie d'inspirer? Est-ce que j'ai envie d'envoyer de la poésie? Voilà. Et tout ça fait que derrière, vous allez pouvoir vous faire des choix d'univers créatif, de ton aussi édito pour accompagner vos posts, etc. Donc, je trouve que c'est super intéressant de voir ça à partir des émotions qu'on a envie de procurer. Mais vous pouvez faire ce travail aussi en cours de route, hein, si vous avez déjà lancé un compte. Et je veux dire, c'est ça qui est bien avec les réseaux et Internet même en général, c'est que rien n'est gravé dans le marbre et que vous pouvez faire évoluer votre prise de parole. Vous posez ces bonnes questions-là, même après avoir déjà lancé un compte. Et puis voilà, moi j'aime bien en fait quand je suis un compte qui a pas mal d'abonnés, c'est de remonter à la source. J'adore faire ça. Ne le faites pas sur moi. Ne le faites pas. J'ai trop honte. Moi, il y en a qui ont supprimé, mais moi j'ai laissé. Il y a les photos de mon chien et tout. Voilà, mais je l'ai fait avec toi. Mais ça va, c'est pas... Voilà. Il n'y a pas non plus un décalage énorme, mais ça peut être marrant de voir les différentes phases. Il y a des comptes qui partent sur, je ne sais pas moi, la première centaine de photos est très, très, très personnelle. C'est des photos prises dans la vie de tous les jours, etc. Puis on sent qu'après, il y a eu un vrai positionnement, une vraie réflexion de communication. Et puis ensuite, un mix un peu des deux, etc. Et je trouve ça super intéressant aussi de voir l'évolution en scrollant à l'envers des comptes Insta. Il y a Est-ce qu'il y a des questions? Ouais.
Oui, je me demandais si on avait quelques questions. On va les prendre si c'est le cas. On a des bonjours. Alors, il y a Laetitia qui nous demande, on peut aussi réfléchir à Adeline Edito entre le fil et la story, non? Ah ouais, ça peut être, Je ça sais peut être pas une trop. façon de… Je sais pas trop. Ouais, qu'est-ce que tu en penses, toi, Aurélie? Toi, tu me disais que tu préférais aller à fond dans un sens, que ce Ouais, soit story ou feed, peu ouais. importe, mais à fond dans un sens. Bah, moi, c'est le côté créa que je mets en avant. Après, en fait, j'ai réfléchi pour la réponse. Est-ce que moi, je suis des comptes qui ont deux approches? Pas vraiment, hein. En général, parce qu'en fait, le truc, c'est que sur Instagram, il y a tellement une multiplicité de comptes Ouais. que il faut avoir un truc bien tranché pour qu'on se souvienne de soi, en fait. Enfin, je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas. Après, il faut pas non plus que ce soit complètement décorrélé, pardon. C'est-à-dire que si on a un compte qui fait de la poésie, par exemple, on a beaucoup des comptes de poésie, de textes, etc. Et qu'en fait, en story, on poste de la mode, ça va pas être… Voilà, ça va Oui, pas… voilà. Ouais, 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 Quitte tout à à fait. avoir, si vraiment on veut avoir deux univers, mais complètement différents, quitte à avoir deux comptes, et Oui. de les rejoindre, en fait, de les mettre dans la bio, de mettre la description et mettre le lien vers l'autre compte. Mmh. Il y en a qui font ça aussi. Mais je trouve que mélanger les deux, je suis pas sûre. Mélanger, en tout cas, mélanger deux thématiques, Ouais. effectivement, je suis pas sûre non plus. Enfin, je suis même sûre que c'est pas forcément une bonne idée. Je pense que Laetitia, elle avait peut-être en tête aussi le fait de montrer les coulisses en Oui, story. Ça se fait pas mal. ouais, Euh, ça, moi, je le fais. C'est-à-dire ouais. que effectivement, moi, sur mes posts, tout est très léché, en gros, bien lumineux, machin, nickel, propre. Et en story, moi, j'aime bien montrer les backstage de fabrication, les étapes de production, les backstage de shooting, un peu les galères, par exemple, Voilà. Mmh. de transport. Mais ça reste toujours un peu édité quand même, hein. Je fais Mmh. toujours attention à ne pas avoir des photos moches. Voilà. Je comprends. Ouais, bah, Laetitia confirme que c'était bien ça qu'elle voulait dire. Mais effectivement, je trouve qu'avec le développement, l'utilisation de la story, c'est quand même sur Instagram le contenu, le format qui est le plus vu, quoi. C'est Ouais. que Instagram met en avant aujourd'hui. Moi, j'ai assisté à une conférence Instagram il y a même 1 an de ça déjà. Mm. Et s'il y a une phrase que j'ai retenue, c'est pensée verticale. Voilà. C'est-à-dire que Format vertical. ouais, format Format vertical, story. format Mm. story ou IGTV. Ok. Euh, mais en gros, s'il y a un truc que j'ai retenu, c'est ça. Pensée verticale. La vidéo prend de plus en plus de place sur les réseaux sociaux. Et aussi, la vidéo, c'est quelque chose qui accroche l'œil. En fait, il faut imaginer un utilisateur qui scrolle comme ça, hyper vite. En plus, nous, trentenaires, je ne sais pas la moyenne d'âge dans l'audience, mais trentenaires, on a une certaine vitesse de scroll. Et ça a été prouvé scientifiquement que les ados, genre les Plus vite. jeunes utilisateurs, ont une vitesse de scroll qui est genre 2 à 3 fois supérieure à la nôtre. Incroyable. Ah, je Voilà, sais donc en pas fait, ça. il faut vraiment produire des contenus qui soient impactants, inspirants et qui accrochent l'œil. Alors, soit si c'est une photo fixe, bah, soit un truc qui accroche, quoi. Si c'est une vidéo, pensez les 3 premières secondes. Genre les 3 premières secondes et sans le son, il faut que ce soit catchy, on appelle ça. Enfin, en gros, ça attire, quoi. Même la première seconde, je dirais. En gros, qu'on ait envie de regarder quand on scrolle, on a envie de s'arrêter et de regarder. C'est Donc, ça. Ah, super intéressant. ouais. Ouais, Et la j'avais story, pas. effectivement, Ouais. c'est quelque chose qui est en haut. Je crois qu'au niveau algorithme, c'est plus poussé que le Voilà. post. Oui, 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 c'est ça. C'est que l'application incite vraiment à utiliser les stories, Ouais. ne serait-ce que par le fait d'être mise en avant comme ça en haut de l'application. Et vous voyez quasi à coup sûr l'ensemble des stories qui ont été postées au moment où vous vous connectez, Ouais. contrairement au feed ou au fil d'actualité où là, c'est l'algorithme qui choisit ce qui nous C'est montre. ça. C'est plus Alors que la story, c'est encore chronologique, quoi. C'est ouais. encore les dernières stories publiées, peu importe la popularité du réseau, etc. Alors, Donc, c'est vrai que ça prend du temps hein, de faire des stories. Hein. Moi, je suis une mauvaise élève hein, pour ça. Hein.
j'arrive pas à en faire, j'arrive pas à trouver le temps. En plus, moi, comme je suis hyper relou sur la qualité des trucs, si je fais une story, il faut que ce soit tout canon, machin, et voilà. Après, il y a plein d'applications aujourd'hui qui existent pour Oui, faire avec des templates. Unfold est une bonne appli. Voilà, Unfold. Après, Unfold, il y a une partie payante, mais il y a plein de trucs. Hein. Il y a quoi d'autre? Canva. Oui, Canva. Ouais, Voilà. c'est vrai. Ouais. Ouais, Unfold. Unfold, c'est très bien pour les stories. Il y a des Oui, beaux Unfold templates. est partie gratuite. Ouais. Oui, donc effectivement, la story prend du temps, elle est super chronophage, mais en même temps, elle est très vue. Donc, c'est intéressant de miser là-dessus. Et c'est vrai que c'est un contenu qui est éphémère. Alors, vous pouvez l'archiver dans vos stories à la une, mais il est censé quand même disparaître au bout de 24 heures. Et du coup, vous pouvez aussi vous permettre d'essayer des choses, de tester des choses que vous ne testeriez pas dans le feed en story, parce qu'à un moment donné, ça va partir, mais ça vous permet quand même de prendre un peu la température sur certains contenus, certains conseils, certaines choses comme ça. Et de montrer du coup peut-être des petites galères, effectivement, Ouais. des choses que vous n'auriez pas montrées autrement. En tout cas, vous n'avez pas envie d'archiver dans votre fil d'actu. Donc là, on a beaucoup parlé d'Instagram. Je sais que tu utilises énormément aussi Pinterest pour t'inspirer. Peut-être Behance aussi. Moi, ça part toujours de Pinterest. Ok. Pinterest, c'est ma vie. Franchement, je passe ma vie sur Pinterest. Quand j'ai un projet professionnel ou même personnel à faire, je démarre par Pinterest. Et je vais pas avoir une recherche ciblée, c'est-à-dire que si je veux faire un shoot parfum, je vais pas taper shooting parfum. Je vais vraiment en fait m'inspirer en fonction de la page d'actu, parce qu'en général la page d'actualité d'accueil, elle est ciblée en fonction de ce qu'on aime, en fonction de l'activité qu'on a sur le réseau. Et du coup, je vais vraiment m'inspirer à partir c'est vraiment un entonnoir. Je vais être très large. Si je vais shooter pour du parfum, je vais regarder sur des textures, je sais pas moi, des vêtements, de la peinture, des intérieurs, de l'archi, voilà. Et après, en fait, je vais resserrer. Je vais aller cliquer sur un truc qui m'inspire, ça va m'amener sur un autre, etc. Jusqu'à arriver à un mood board, donc une planche d'inspiration, qui va me permettre d'avoir une idée approximative de là où je veux aller. C'est ça la direction artistique, en fait. C'est de la recherche d'idées par des inspirations. Et après, on définit l'idée de plus en plus finement, en fait, de plus en plus concrète, en faisant des dessins, en faisant des recherches de palettes de couleurs qui s'accordent entre elles ou pas, des recherches de textures, jusqu'à arriver à un dessin final où vraiment on sait exactement où le produit doit être posé, à côté de quel truc, voilà. Donc, au final, voilà, je me sers beaucoup de Pinterest et au final, Pinterest renvoie beaucoup vers Instagram ou Behance. Pour ceux qui ne savent pas, donc Behance, c'est le réseau social des créatifs qui appartient à Adobe. Donc, en gros, c'est des books en ligne par Adobe, quoi. C'est vraiment les créas purs. Oui, et tu peux aussi créer des boards ou pas sur Behance? Oui, tu peux créer tes portfolios. C'est plus des portfolios que des... Hein, que des boards d'inspiration. Ouais. Alors, il y a une question Ah, sur... vas-y, prends-la. Que Pinterest va prendre de plus en plus de place dans l'avenir. Alors oui, moi là en ce moment, je suis dans je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros le réseau créateur Pinterest. Et il y a Cédric. C'est mes anciens collègues qui sont là. Voilà, alors Cédric, j'étais son responsable marketing en pharma. Et il a vécu ma transformation. Ah ouais. Et donc Pinterest, en fait, effectivement, vont de plus en plus prendre de la place parce que maintenant, ils ont mis en place la possibilité de poster des vidéos. Et donc, ça va vraiment dans la stratégie digitale de maintenant, c'est-à-dire la vidéo, c'est le nouveau format, en fait. Même un truc de 2 secondes ou 3 secondes qui loupe, c'est en train d'exploser. Ça va concurrencer. En plus, c'est des formats courts. Ça va concurrencer YouTube, Dailymotion. Bon, Dailymotion, on n'entend plus trop parler, mais ça va concurrencer tout ça. Et Pinterest, ils sont en train, en plus de construire une communauté France avec des créateurs de contenu, faire des workshops sur toutes les nouvelles fonctionnalités. Donc, en fait, franchement, tous les 2 mois, à peu près, il y a des nouvelles fonctionnalités. Ils font aussi, ce que moi, je trouve incroyable, c'est des planches de tendances en fonction des vagues de tendances qui vont arriver.
en disant, bah voilà, cet été 2020, alors je ne l'ai plus en tête, mais je dis n'importe quoi, mais cet été 2020, ça va être la saison des glaces à l'eau, à la menthe, quoi. Donc, voilà, les couleurs de l'année 2020 en déco, ça va être ça. Et en fait, c'est super parce que ça fonctionne comme un bureau de tendance accessible à tous. Et c'est génial quand on est ou créateur de contenu comme moi. Du coup, ça permet de rester vraiment à la pointe de la tendance. Ou alors quand on est fondateur d'une marque, par exemple, ou qu'on fait de la déco, en fait, ça nous permet vraiment d'être pile poil dans la tendance, quoi. Moi, je suis fan de Pinterest. Mais du coup, pour avoir ces planches d'inspiration fournies ces planches de tendance fournies par Pinterest, est-ce que tout un chacun peut faire ces demandes-là, demander à recevoir ces mails et ces informations? Ou est-ce Non, qu'il faut être alors c'est plus, pour le moment, il y a une espèce de réseau de créateurs en fait, sur Pinterest, pardon. C'est plus officieux. Oui. Non, c'est des choses qui se retrouvent. Hein. Quand on tape tendance déco été 2020, en fait, on va avoir des planches. C'est en fonction de ce que tous les utilisateurs ont enregistré. Et du coup, ça va créer des mood boards naturellement, en fait. On les retrouve. Après, c'est sûr que ce n'est pas compilé dans des tableaux, mais... Oui, mais c'est des recherches populaires du réseau, finalement. C'est ça. Ok, super intéressant. Et donc, du coup, toi, pour ton travail de direction artistique, c'est d'abord Pinterest et ensuite, éventuellement, ça t'emmène vers des comptes Insta et tu fais des découvertes comme ça. Okay. En fait, Pinterest, ça passe par l'image. Parce que sur Instagram, le problème, c'est qu'on on est abonné à des comptes qu'on connaît. Et pour faire des recherches, c'est pas l'outil de recherche d'Instagram pour le moment. Peut-être que ça va évoluer, mais il n'est pas hyper poussé, je trouve. C'est basé sur du hashtag. Voilà. Et du coup, c'est très difficile de trouver ce qu'on a envie de trouver, quoi. Alors que sur Pinterest, honnêtement, si on veut trouver une texture crépie, je sais pas moi, une texture type de la glace pour faire un arrière-plan, là, on tape ça et en fait, on va avoir, je sais pas, des centaines et des centaines d'images et on va pouvoir s'intéresser à une qui nous attire en particulier et ça va nous proposer des autres choses. Donc, en fait, c'est un réseau qui est super. Après, je sais que pas tout le monde, le fonctionnement n'est pas hyper simple dès le début, mais on s'y fait vite. Hein. Il y a Émilie qui nous dit « Coucou Aurélie, Pinterest, c'est ma vie, je trouve de tout pour occuper les enfants. » Ouais. Ah oui, c'est vrai que les mamans, en fait, vraiment, il y a tout. Pour les gens qui font de la photo et qui veulent se former et avoir des inspirations photo, il y en a. Moi, je le fais même pour mes vacances. C'est-à-dire que quand je pars en vacances et que je veux trouver des endroits un peu jolis pour faire des photos, eh ben, je tape la destination sur Pinterest et je vais trouver plein d'images hyper jolies en fait, de créateurs. Pour les mamans, il y a plein de tutoriels super bien faits. La déco, quand vous êtes sur Pinterest, franchement, et que vous tapez déco 2020, vous avez envie de refaire tout votre appart. Hein. C'est clair. Ouais, c'est top. Franchement, c'est vraiment un super réseau. Après, il est complémentaire à Instagram quand même. Pour le moment, oui. Mais il est en train de prendre de la place, de plus en plus. Notamment sur des créateurs de contenu. Il y a même des marques qui font des partenariats avec des influenceurs Pinterest, en gros. Faire des mood boards sponsorisés, donc c'est en train d'arriver quand même. J'ai l'impression que Pinterest, par rapport à Instagram, c'est peut-être un petit peu plus pratico-pratique. Enfin, disons que l'objectif dans lequel on est sur Pinterest, c'est, on a souvent justement un objectif, un but, et on vient choper de l'inspiration pour arriver à concrétiser un projet. Instagram, j'ai l'impression qu'on est plus sur le fait de se laisser inspirer sans forcément avoir un projet en tête, quoi. En fait, Instagram, si je dois résumer, alors ça n'engage que moi, hein, je ne sais pas si c'est ça, mais en gros, Instagram, c'est la communauté qui inspire et Pinterest, c'est l'image qui inspire. C'est-à-dire que Pinterest, par exemple, les abonnés, tout ça, c'est en tout petit. C'est pas ce qu'on voit en premier, en fait. Voilà. Donc, ça passe plus par le contenu. Oui, et ensuite, alors, Instagram, c'est l'inverse. C'est la communauté et le contenu ensuite. Ah, intéressant. Ouais, tu vois, j'avais pas vu ça comme ça, mais ouais, effectivement,
Ça peut être une bonne phrase de fin. Ouais. Il est 14h29. On a fait 1 heure. On a fait parler hyper vite. Non, mais c'est cool. On a vraiment abordé, en tout cas, tout ce que moi j'avais envie d'aborder avec toi, toutes les questions que j'avais à te poser. On va regarder s'il y a eu peut-être quelques questions depuis. Il y a des coucous, il y a des merci, mais je crois qu'on n'est pas passé à côté de questions. Et si vous en avez des nouvelles, n'hésitez pas à les poser même en replay sous cette vidéo, elle reste accessible. Et puis Aurélie et ou moi, on fera un petit tour de temps en temps et on répondra à vos questions si vous avez mal noté quelque chose ou si des choses vous viennent. Il y a Florence qui nous dit « Quel tchatch les filles, mais super, top, bravo, on a merci, etc. » Donc bon, c'était un plaisir en tout cas. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Aurélie, avant qu'on mette fin à ce live? Non, pas vraiment. Après, je sais que les réseaux sociaux, ça peut faire peur pour des gens qui ne connaissent pas. On peut tout en faire. On peut avoir une pratique pour s'inspirer, une pratique pour mettre en avant son travail. On n'est pas obligé d'être influenceur. Hein. Ça, c'est pas quoi. Et du coup, moi, je trouve que c'est une super fenêtre sur le monde, en gros, où on a accès à des images et à des personnes qu'on ne rencontrerait pas forcément dans la vraie vie, à l'international. C'est ça qui est bien. Et moi, en tout cas, ça m'inspire énormément, quoi. Et je voulais juste dire un petit coucou et un merci aux gens qui sont en train de regarder, parce qu'il y en a certains qui ont suivi ma transformation professionnelle depuis le début. Alors, c'est marrant. Voilà. Moi, j'ai beaucoup fidélisé les gens qui me suivaient depuis le début. Il y en a qui commentent mes images encore et je trouve ça dingue, quoi. Enfin, voilà. C'est important, ouais. C'est chouette que cette communauté continue à te suivre. Et puis, effectivement, les réseaux sociaux, c'est pas que du virtuel. C'est ça. Voilà. Bien savoir l'utiliser. Exactement. Et au final, on fait un peu ce qu'on veut. Voilà. Oui, et puis voilà, il n'y a pas vraiment de bonnes pratiques gravées dans le marbre. Ça évolue toujours. C'est des choix, en fait. Il faut faire ses choix et les assumer et puis les suivre. Donc voilà. Bon, merci beaucoup, Aurélie. Il y a Cédric qui nous dit qu'il te suit depuis la Guadeloupe. Alors, quand je travaillais sur le marché outre-mer, Cédric, il est en Guadeloupe. Donc, voilà. Bon, c'est ça qui est génial aussi avec les réseaux, c'est qu'on peut se suivre un peu partout dans le monde. Merci Aurélie, et puis merci à tous d'avoir suivi ce live et puis à très très bientôt sur les réseaux sociaux. Merci. Ciao Aurélie.